Bonsoir à tous et merci de votre présence. Je m'appelle Éric Burel, je suis le cofondateur de LBKE, qui est une société de conseil et de développement spécialisée en particulier dans le développement data et le développement web. Et on a un sujet qui nous intéresse, c'est le développement rapide avec JavaScript. Donc déjà, il y a une première question, on peut se demander pourquoi on veut développer rapidement. Il y a des mauvaises raisons de vouloir développer rapidement. Il y a une mauvaise raison, par exemple, c'est qu'on n'a pas d'argent pour développer correctement. Mais il y a aussi des bonnes raisons. Par exemple, le fait de développer plus vite les fonctionnalités les moins intéressantes d'une application, ça va nous permettre de nous concentrer derrière sur les fonctionnalités plus difficiles, plus créatrices de valeur aussi pour le projet. Et en fait, les mauvaises raisons ne sont pas toujours si mauvaises. Par exemple, la question du budget, il y a beaucoup de contextes où, en fait, si le budget est vraiment une contrainte critique et on n'y peut rien et on n'a pas le choix. Par exemple, il y a un contexte dont on ne parle pas forcément beaucoup en développement, mais c'est le contexte associatif, tout simplement, où le temps est une ressource clé, le budget est une ressource clé, et on ne peut pas forcément l'allouer à du développement informatique. Il faut l'allouer plutôt aux objectifs de l'association. Donc le développement rapide, en tout cas pour moi et dans le cadre de cette présentation, c'est surtout pour répondre à deux enjeux. C'est démocratiser le numérique, rendre accessible les dernières technologies du JavaScript à n'importe quel acteur, y compris PME, associations, porteurs de projets, quelle que soit sa taille, et aussi améliorer la qualité des logiciels en ayant plus de temps pour des choses qui peuvent être délaissées, comme les tests, la validation, les performances, tous ces aspects-là. Donc globalement, quand on parle d'accélération des développements, on a trois familles d'approches qui ressortent. La première, c'est la gestion de projet. C'est en gros, je vais être un développeur rapide si je suis un développeur bien organisé. Et c'est vrai. Donc typiquement, on va parler d'agilité et de ce type de sujet organisationnel. Ils sont très importants, mais bon, par exemple, quand une équipe est petite, l'organisation va avoir ses limites. On peut s'organiser soi-même en tant que développeur pour être efficace, avoir des modes de fonctionnement qui nous rendent efficaces, mais ça ne fait pas tout. Donc il y a un deuxième sujet, c'est l'outillage. Avoir un bon éditeur de texte, avoir des bonnes librairies, automatiser un maximum de process qui ne sont pas intéressants, qui sont en dehors du code. Donc par exemple, choisir des frameworks de test end-to-end. On a une présentation sur Cypress récemment qui est très intéressant pour écrire des tests end-to-end assez rapidement. On a ESLint par exemple pour ne pas perdre de temps à formater soi-même son code. C'est des choses qu'il faut absolument automatiser et on a des outils pour ça. Ça c'est pareil, c'est un bon point. Ça va jouer de façon significative dans nos vitesses de développement, mais ça ne nous écrit quand même pas le code. Donc il y a un troisième point qui revient et qui peut être lié à l'outillage, mais c'est les choix technologiques, les choix architecturaux, c'est-à-dire concrètement avec quel framework on code, dans quel langage on code et comment on code. Donc typiquement, si on veut faire du développement web, on aura beau être une équipe agile, on aura beau avoir des super outils de développement, à la fin, si on l'écrit en assembleur, ça va poser problème. Donc il faut avoir quand même un bon fit entre le problème qu'on veut résoudre et les technologies qu'on choisit. Donc finalement, pour pouvoir programmer vite et bien, il faut une bonne gestion de projet, des bons outils et choisir la bonne solution pour le bon problème. Donc aujourd'hui, je vais surtout parler de ce troisième axe qui est celui des choix technologiques, des choix architecturaux pour être rapide en JavaScript. Donc puisqu'il faut résoudre un problème, se baser sur un problème pour savoir comment être rapide, on va en prendre un, c'est celui de développer des systèmes d'information. Donc des systèmes d'information, c'est tout ce qui va permettre de connecter des gens. Ça peut être des gestions de contenu, de la gestion de clientèle, de la gestion de données, ça peut être créer des blogs, ça peut être créer des e-commerce, des marketplaces, ça peut être créer des plateformes de mise en relation, qui est quand même un des rôles fondamentaux du web. Et on a un langage, que je pense être aujourd'hui le langage du développement web rapide. Et on va voir pourquoi. Et donc c'est évidemment le langage JavaScript. Alors pourquoi c'est le langage du développement web rapide? Parce qu'on est à Montpellier JS, parce que PHP c'est mal, parce qu'on n'aime pas Django. Voilà, il y a plein de mauvaises raisons de faire du JavaScript. Mais il y en a peut-être aussi quelques-unes qui sont bonnes et qui sont légitimes et qui pourront clouer le bec à tous les développeurs qui utilisent d'autres langages. Bon, côté front-end, on n'a tout simplement pas vraiment le choix.
C'est-à-dire que, bon, initialement, on n'avait pas besoin de JavaScript pour créer des sites web. Et en fait, si on veut créer un site web statique, un site web de contenu, on n'a toujours pas besoin de JavaScript. On a juste besoin d'HTML pour représenter nos pages, de CSS pour donner un peu de style, et on peut par exemple utiliser PHP pour servir nos pages, voire des serveurs statiques. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on développe quand même de moins en moins de sites web. Et ce qu'on développe, ça commence à ressembler beaucoup plus à des logiciels. J'ai mis mini logiciel dans le navigateur, mais on peut même dire logiciel dans le navigateur. Il y a des projets comme Figma, par exemple, pour le design, qui sont du même niveau qu'un logiciel, que beaucoup de logiciels sur bureau, et qui fonctionnent entièrement dans le navigateur. Donc on va être contraint d'utiliser le seul langage qui est disponible dans le navigateur, c'est le JavaScript. Alors il y a quand même des alternatives. Donc par exemple, on a des technologies qui vont permettre de compiler en JavaScript, comme Scala.js. Le problème, on a aussi des langages type Helm qui vont pouvoir aussi compiler en JavaScript avec d'autres syntaxes. Le problème, c'est que on est toujours gêné. Enfin, il y a quand même des questions, des limites à cette approche-là. L'interopérabilité avec le code JavaScript, par exemple, tout simplement, on a du mal à faire communiquer du Scala et du JavaScript parce qu'on a deux langages différents, on a deux workflows différents, c'est pas toujours facile et ça a ses limites. On parle aussi du WebAssembly, par exemple, qui va permettre de compiler n'importe quel langage dans du code bas niveau, assembleur, qui tourne dans un navigateur, dans n'importe quel navigateur. Le problème, c'est que c'est pas fait pour faire des applis web. Aujourd'hui, c'est plutôt, et même demain, c'est plutôt pour faire du bas niveau, de la 3D, des jeux vidéo, des choses qui suscitent des calculs lourds, en fait, pas vraiment pour faire des pages web. Donc c'est pas non plus une alternative. Ensuite, on a des technos propriétaires. Qui vont être aussi d'ailleurs souvent pour faire du bas niveau, mais on a du Flash, des applets Java. Le problème, c'est que là, on va se confronter à un problème de standard. C'est-à-dire que toutes les technologies qui sont non standards, elles sont défavorables au développement rapide parce qu'elles ne permettent pas de réutiliser le code. Or, la réutilisation du code, c'est un facteur qui va être énorme en termes d'accélération des développements. On le voit avec les packages NPM, toutes les problématiques bas niveau, on va trouver des packages déjà codés, déjà très bien codés, qu'on n'a pas besoin de recréer. Au pire, on peut y contribuer, mais ça coûtera toujours moins cher de contribuer à un package open source que de le recoder. Donc c'est quand même important d'avoir un écosystème un peu universel. Bon, ok, ça c'est pour le front-end. Quand même un back-end. Donc il y a un argument qui revient souvent, c'est j'utilise Node parce que j'ai le même langage côté front, côté back. Donc ça, d'accord, c'est vrai que ça facilite, ça évite des changements de contexte. Ça me paraît quand même un peu anecdotique sur l'accélération des développements, il y a quand même d'autres arguments pour ça. Mais effectivement, si on se contente d'utiliser Node comme ça, le problème c'est qu'on continue à avoir un code coupé en deux. JavaScript, c'est pas non plus un langage parfait. Hein. C'est-à-dire qu'au niveau de l'écosystème, déjà, c'est pas un langage, c'est un standard qui ensuite est implémenté. Dans les navigateurs, donc il y a une partie client, il y a une partie node, il y a des conflits, voilà. C'est un peu un terrain d'expérimentation, il y a plein de choses qui sont testées en JavaScript, c'est un langage qui évolue. Donc, bon, ça peut être quand même légitime d'utiliser une autre technologie pour le back-end, il y en a plein qui sont très bien. Qui vont être adaptés à des besoins spécifiques, qui vont rendre très efficaces, être plus robustes. Donc voilà, Node en lui-même, c'est bien, c'est une technologie qui a ses propres avantages, mais c'est loin d'être la seule, et ça suffit pas. Et ça suffit pas. Et donc en fait, il y a deux notions qui vont permettre de justifier le fait d'utiliser du JavaScript côté back-end et côté front-end pour aller plus vite, pour être plus efficace, c'est les notions d'isomorphisme et d'universalité. Donc en gros, c'est quoi ces concepts? En gros, il y a deux façons de réutiliser son code. Il y a une façon qui est un peu horizontale, qui est j'ai codé une application web et je vais la réutiliser pour plusieurs plateformes. Donc par exemple, je vais l'utiliser pour créer une version mobile, je vais l'utiliser pour créer une version logicielle. Et ça, on a plein de technologies qui nous permettent de faire ça. J'ai fait une présentation sur Electron il y a quelques temps. On a des technos comme React Native qui vont nous permettre d'utiliser React. Alors même si ce n'est pas forcément directement du JavaScript, il y a quand même beaucoup de JavaScript et du React. Cordova pour faire des applications hybrides. Mais on peut même aller jusqu'à du natif. Et il y a une autre approche qui est verticale, qui est plus originale, qu'on retrouve quand même beaucoup plus rarement, mais qui est aussi très intéressante, c'est l'isomorphisme, c'est-à-dire d'avoir juste un seul bout de code qui va pouvoir décrire
une partie de l'interface graphique, mais aussi une partie du back-end et de la base de données. Donc quand on dit isomorphisme, souvent c'est associé à une notion qui est le rendu côté serveur. Alors le rendu serveur, côté serveur, en gros, c'est ce qu'on faisait il y a 10 ans, qu'on faisait très bien. Puis ensuite, il y a eu React, Angular, etc., où on s'est mis à tout rendre côté navigateur. Et ça avait des limites en termes de performance perçue par l'utilisateur final. Et donc on s'est dit, on va faire un mix des deux. Et donc cette notion de SSR, en gros, c'est être capable de faire tourner du code React côté serveur pour générer un beau HTML qu'on peut envoyer au client. Donc le problème, c'est que, bon, d'accord, c'est bien, mais c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler l'isomorphisme. Nous, ce qu'on voudrait, pour être vraiment plus efficace, c'est par exemple pouvoir écrire des requêtes de base de données côté client, et de façon sécurisée, sans qu'il y ait aucun souci, et que tout soit sécurisé automatiquement pour nous. Ça pourrait être, par exemple, définir les permissions en un seul endroit. En plus, ça favorise aussi la robustesse de l'application. Par exemple, définir les permissions comme ça permet de sécuriser le back-end, mais ça permet aussi, côté client, par exemple, de ne pas donner accès aux pages que l'utilisateur ne peut pas voir. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes, mais pour ça, c'est nécessaire quand même d'avoir au moins des formats qui permettent de communiquer entre le back-end et le front-end, voire un même langage. Donc tout ça, c'est pas du tout simple, parce que côté serveur et côté client, ça n'a juste rien à voir. C'est pas du tout les mêmes problématiques, donc c'est pas simple. Mais il y a quand même des essais, il y a des expérimentations, voilà, il y a des choses qui fonctionnent avec une approche isomorphique. Il y a un framework par exemple qui s'appelle Meteor, qui a été très précurseur quand même sur ce fonctionnement, qui a été réputé notamment pour l'augmentation de la productivité qu'il fournit. C'est vraiment un framework qui est fait pour être efficace, pour produire rapidement de la fonctionnalité, et qui a adopté cette approche isomorphique. Donc par exemple, Mongo est la base de données par défaut de Meteor. Et en fait, elle est aussi disponible dans une version miniature côté client. Ce qui fait que côté client, quand on écrit ses requêtes, on les écrit quasiment en Mongo. Et d'ailleurs, le système de mise en cache utilise cette technologie. Ça amène, par exemple, ça permet de créer des interfaces optimistes. Enfin, ça apporte plein de choses très intéressantes pour la productivité. Le problème, c'est que, bon, ça c'est la théorie, c'est un peu le côté productivité, mais par exemple, c'est très difficile à optimiser. Finalement, l'isomorphisme, quand on l'utilise beaucoup, on ne sait plus ce qui est côté client, on ne sait plus ce qui est côté serveur, et en fait, le code peut être illisible, voire se mélanger, poser des problèmes au moment du build, où on a du code serveur qui se retrouve côté client, ça c'est un classique, et vice-versa, et qui casse la compilation. En lui-même, c'est un framework qui a aussi été juste mal géré, on va dire, pendant une certaine période. Il y a eu un rachat en novembre 2019, il y a une nouvelle dynamique un peu plus positive en ce début d'année, mais c'est très récent, on ne sait pas encore où ça mène. Et finalement, des années après, c'est encore quelque chose d'un peu expérimental, qu'on peut utiliser en production, mais voilà, l'isomorphisme, c'est pas simple. Bon, tout ça, c'est bien au niveau du code, mais on continue quand même, mine de rien, à coder. Donc il y a un truc qui est encore mieux que de coder une fois pour tout le stack, c'est de coder 0 fois pour tout le stack. Donc il y a plusieurs façons d'automatiser. Il y en a une première, c'est ce qu'on appelle le scaffolding. C'est-à-dire générer automatiquement du code à partir d'un template. Donc typiquement, c'est par exemple, j'ai des modules qui ont un peu toujours la même forme. C'est-à-dire qu'il y a mon modèle de base de données, mes points d'entrée serveur, mes points d'entrée d'API CRUD, je vais lire une donnée, créer une donnée, poster une donnée. Et je vais créer un template réutilisable où je vais juste changer le nom, et comme ça j'aurai un code de base qui fonctionne, que je peux créer automatiquement. Alors c'est intéressant, par contre, ça ne permet que de créer les fonctionnalités récurrentes et standards de l'application. On peut pas, évidemment, ça ne va pas accélérer tout ce qui est spécifique. Là, une fois qu'on a créé la base générique, il faut encore coder pour le code spécifique. C'est pas forcément facile à mettre à jour. C'est-à-dire que on a généré du code mort, en fait, du code statique une fois qu'on a scaffoldé une application. On ne peut pas le mettre à jour. Si on décide de changer partout nos patterns, ça ne va pas nous aider. Donc finalement, on peut limite associer ça à de l'outillage. Ça fait partie de l'outillage. C'est intéressant, c'est bon, tout est bon à prendre pour accélérer les développements, mais ça ne suffit pas.
Moi, j'aimerais parler d'une autre forme d'automatisation. C'est en fait une façon de programmer, c'est la programmation déclarative. Et on peut voir ça comme de l'automatisation, au sens où en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a deux étapes quand on développe. En fait, on crée un modèle et on le donne à manger à un moteur qui est déjà codé, qui va faire ce qu'on veut. Donc il y a des exemples très concrets, c'est en HTML. Quand on écrit du HTML, on ne dit pas au navigateur que quand on crée un div, il faut que ce soit un bloc qui se mette sur la page et qui prenne toute la largeur. On lui dit juste débrouille-toi, fais un div. Quand on lui dit de faire un titre, on lui dit ça c'est un titre, voilà le texte, débrouille-toi pour l'afficher. Donc on a toute une partie où on décrit notre page, c'est notre modèle en fait, et on va le donner à un moteur qui va l'exécuter pour faire l'affichage, pour afficher sur l'écran. Donc du coup, l'accélération, l'automatisation, elle joue dans le fait que on code une seule fois un moteur pour tous les sites web du monde. Il n'y a pas 50 Chrome, il y a un Chrome, un moteur Chrome, un code Chrome qui va être disponible en open source pour toutes les pages web du monde. On ne recode jamais son propre moteur de rendu. Mine de rien, c'est une accélération qui est assez incroyable par rapport à une époque où ces outils-là n'existaient pas. D'autres exemples, c'est React qui a une approche déclarative. D'autres exemples, ça va être tous les ORM, typiquement, où on décrit la base de données et on laisse l'ORM générer les commandes SQL pour tout faire pour nous. Donc finalement, et la description, c'est quand même plus rapide, c'est plus naturel de dire, voilà, un auteur de post de blog, il a un nom, un prénom, et puis débrouille-toi pour créer une base de données comme ça. Donc c'est assez efficace. Donc finalement, c'est une forme d'automatisation qui n'est pas du code mort, mais qui est du code dynamique, qui va vraiment générer des objets qu'on peut manipuler dans le code. Ça s'applique côté front-end, côté back-end. Par exemple, côté front-end, ça peut être générer automatiquement des formulaires. Ça s'applique côté back-end pour générer automatiquement la base de données et des points d'entrée d'API, par exemple. On peut toujours utiliser de la génération statique en complément. Alors par contre, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de modèle unifié. C'est-à-dire que pour la base de données, on va utiliser un ORM, comme Mongoose pour MongoDB. Pour React, on va écrire en JSX. Pour une API, on va la décrire avec Swagger. Pour la validation client, on va utiliser une librairie comme Joy, comme Tcomb. Il y a tout un tas de modèles, tout un tas de façons de représenter tout un tas de choses. Ce qui serait intéressant, ce serait de trouver des modèles unifiés, parce que du coup, on pourrait profiter de notre isomorphisme en déclarant par exemple un seul bout de JSON et en générant tout automatiquement, front-end et back-end. Avoir un modèle qui soit viable un peu partout. Ça, on a tenté le coup. On a tenté le coup avec un framework qui s'appelle Vulkan, dont je suis contributeur, où on a un système de schéma qui est basé sur un outil de validation qui vient de Meteor, qui s'appelle Simple Schema, qui est simplement du JSON. On va le voir après. Et à partir de là, on génère tout ce qu'on peut. Donc, par exemple, on a toute une partie côté client où on va générer les tables de données. Toutes les listes de données, les tables de données. On va générer les formulaires pour pouvoir modifier les données. Il y a toute une partie back-end base de données, on va la générer automatiquement aussi. On va générer les collections Mongo à partir de ce schéma. Et toute la couche intermédiaire, on va aussi la générer, c'est-à-dire toute la couche API qui permet de communiquer, de faire communiquer le front-end et le back-end, qui est souvent une couche un peu lourde et pas très agréable, notamment pour les développeurs front-end, pour pouvoir consommer les données du back-end. Donc tout ça, on automatise. Donc ça, c'est intéressant, c'est une approche JavaScript. On va voir, il y a des avantages et des limites. Il y a aussi un langage qui est intéressant pour ça, c'est GraphQL, parce qu'en fait, il est bien positionné. C'est-à-dire que GraphQL, c'est quelque chose qui permet à un client de communiquer avec un serveur, avec un langage très haut niveau, orienté graph, bien fait. Du coup, c'est bien situé pour profiter de l'isomorphisme, parce que les clients comprennent, les développeurs front-end comprennent GraphQL, il y a des technos front-end pour GraphQL comme Apollo Client, et le back-end aussi, il y a des techno-serveurs comme Apollo Server et d'autres pour utiliser GraphQL. Aujourd'hui, c'est utilisé pour le back-end, il y a des technos qui émergent qui sont vraiment centrés sur GraphQL. Je pense par exemple à Azura, où on va décrire tout son modèle en GraphQL et ça va générer des fonctionnalités sur une base de données Postgres. Je connais pas forcément parfaitement le sujet, c'est très jeune, c'est un peu émergent. On
on voit moins d'outils côté front-end. Il y a moins d'exemples j'ai pas d'exemple, j'en connais pas en tout cas, de générateurs de formulaires à partir d'un schéma GraphQL par exemple. Je ne sais pas si c'est déjà fait ou s'il y a des choses qui fonctionnent là-dessus. Mais à l'avenir, ça pourrait être une piste intéressante pour faire du développement ultra rapide, où on décrit juste son schéma GraphQL et puis on génère toute une partie de l'application automatiquement à partir de là. Ce qui fait qu'on a du temps à consacrer à tout ce qui est intéressant. Alors, on finit un peu avec les limites. Il y en a beaucoup. Donc, par exemple, tout ce qui est optimisation des performances, c'est quand même difficile sur la partie générée automatiquement, notamment générée automatiquement par cette approche isomorphique, générée dans le code, en fait, et par la programmation déclarative. Pourquoi? Parce que ça ne génère pas de code, justement. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on appelle de l'analyse statique. Par exemple, pour détecter, c'est tout ce qui va détecter des problèmes de performance en lisant le code. Alors on n'en fait pas forcément des tonnes en JavaScript, mais il y a quand même d'autres langages où c'est très important et ça permet d'optimiser les performances. C'est ce que fait un compiler, par exemple, pour optimiser le code. Donc ce serait bien, quand on génère des choses automatiquement, c'est bien de générer au passage un fichier si on peut. Par exemple, nous, on génère toute une partie GraphQL en Vulkan. Un de nos objectifs, c'est de générer aussi un fichier .GraphQL et pas juste quelque chose un peu d'abstrait dans le code. C'est difficile de personnaliser ce qu'on a généré automatiquement. Justement, on n'a pas forcément de code et du coup, on ne peut pas forcément modifier une ligne. Et si on a une ligne qui est modifiée pour un formulaire, c'est pas forcément facile. Donc on cherche, on travaille dessus, hein, c'est un sujet qu'on prend au sérieux, mais c'est pas simple de personnaliser. Un exemple, c'est tout ce qui est éléments d'interface, par exemple. Quand on a, par exemple, précodé nos formulaires avec Bootstrap, c'est pas facile de le remplacer par Material UI et de remplacer complètement toute une couche de technologie. Donc on essaie, on le fait dans Vulkan, mais c'est pas facile et ça ne fonctionne pas toujours aussi bien qu'on le voudrait. Après, bon, il y a des questions plus techniques de priorité, c'est-à-dire quand on génère tout automatiquement comme ça, il faut faire attention, c'est qu'il y a des choses qui dépendent l'une de l'autre. Alors quand on code, on a écrit tous nos fichiers, donc ça nous choque pas, parce qu'on a écrit tout notre code gentiment, tous nos fichiers ils sont là. Mais quand on génère des choses automatiquement, par exemple, il faut que ce soit fait dans l'ordre. Si je veux générer une interface administrateur, par exemple, il faut que je la génère avant d'avoir créé toutes les routes de l'application. Parce que l'interface administrateur elle-même, elle doit ajouter des routes. Donc voilà, il y a toute une question d'organisation qui est à réfléchir. La programmation déclarative, c'est juste dur. C'est plus dur que de la programmation impérative, parce qu'il faut créer un bon modèle déclaratif qui représente bien notre problème, qui est bien ciblé, qui permet d'exprimer tout ce qu'on veut, mais qui peut être personnalisé. C'est pas du tout simple, et ça coupe quand même notre code en deux, entre le moteur qui exploite ce modèle et le modèle lui-même. C'est pas toujours la façon la plus intuitive et la plus efficace de coder. Donc voilà, finalement, ces outils-là, les outils de développement rapide, ils vont être très bons sur certains use cases, ils vont être moins bons sur d'autres, et il ne faut pas non plus en faire une religion du développement rapide. Il y a plein de cas où c'est pas applicable. Donc là où ça marche très bien sur Vulkan, c'est tout ce qui est plateforme collaborative, parce qu'on a tout un système de gestion des comptes, de mise à jour temps réel qui est généré automatiquement pour nous. Tout ce qui est outils de gestion interne dans les entreprises, parce il y a beaucoup de... Il y a pas forcément tellement... Il y a beaucoup de besoins génériques, en fait, dans une entreprise. Tout le monde fait une compta, tout le monde doit générer une facture à la fin pour un client, tout le monde a des clients, d'ailleurs, dans une entreprise. Donc il y a un gros volume de fonctionnalités comme ça, et aller très vite dessus permet de se concentrer sur le petit volume de fonctionnalités qui sont spécifiques au métier de l'entreprise. Tout ce qui est CMS, donc ça c'est des choses qui ont des besoins un peu génériques, qu'on n'a pas forcément envie de recoder, là ça peut être très efficace. Donc en résumé, l'automatisation et la programmation déclarative, sur le plan technologique, c'est des façons d'accélérer drastiquement les développements. Avoir le même langage back-end et front-end, qui va forcément aujourd'hui être JavaScript quand on fait du web, c'est intéressant, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que ça permet cet isomorphisme, ce partage du code. L'isomorphisme lui-même, couplé à la programmation déclarative, ça fait qu'on peut s'amuser à générer tous les bouts de l'application avec un seul bout de code. C'est pas fait pour... Il y a GraphQL aussi qui émerge.
C'est pas fait pour tout et n'importe quelle application, mais quand ça marche, et on peut créer aujourd'hui, à partir d'un schéma, des applications de gestion complètes. Donc, je vous propose une démo. On va peut-être d'abord passer aux questions, si vous avez des questions sur la présentation, et ensuite je vous montrerai à quoi ça peut ressembler sur un cas réel. Ouais. Ah, il est dur. Non, dans Meteor, c'est assez difficile. Par contre, ce serait possible. En fait, aujourd'hui, on ne génère pas de schéma Mongoose, par exemple. Mais si on générait un schéma, si on générait plusieurs formats, on pourrait l'utiliser pour plusieurs types de bases de données. Mais en SQL, c'est beaucoup plus facile de générer automatiquement du Mongo que du SQL quand même. Moi, je suis sceptique sur tous les ORM SQL parce que souvent on optimise quand on fait du SQL. C'est pas facile de générer automatiquement du bon SQL. Donc ça marche très bien avec Mongo. Chez Azura, ils le font avec Postgres par exemple. On décrit tout en GraphQL et ils génèrent du Postgres. Donc il y a d'autres technos sur d'autres bases de données. Dans Vulkan précisément, on a un stack précis parce que voilà, on ne cherche pas des besoins complexes en données non plus. Ça mène à la deuxième partie. Vous n'avez pas basé le modèle du coup sur GraphQL derrière dans l'ingénieur. Couplage fort avec Meteor. Ouais. Ouais, il y a un côté historique Vulkan. En fait, Meteor et Vulkan sont un peu des survivors dans l'écosystème Node où il y a beaucoup de frameworks qui tournent, même s'ils ne sont pas forcément hyper connus ou hyper utilisés. Enfin, Meteor est connu, mais pas hyper utilisé. Ils ont quand même tenu dans la durée, donc on a du legacy aussi qu'on met à jour et qu'on améliore. GraphQL est arrivé après Vulkan. Donc historiquement, on était sur du JSON. C'est plus facile à manipuler dans le code. Le problème de GraphQL, c'est que c'est pas un langage de programmation. C'est un modèle, mais on peut rien coder. Alors que dans notre modèle JSON, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ajouter des fonctions, par exemple, ce qu'on ne pourra pas faire en GraphQL. Donc GraphQL a quand même ses limites là-dessus, et on le voit moins sur le front-end, je pense aussi pour ces raisons-là. On ne peut pas associer un schéma GraphQL à des composants React, par exemple. Alors qu'en JSON, je peux le faire. Donc c'est une piste, mais je me demande comment ça va évoluer dans les 1-2 ans à venir. Je pense que ça peut bouger, mais on ne sait pas encore. Ouais. C'est un langage bas niveau, c'est un langage assembleur. Donc c'est vraiment pour compiler en gros, l'objectif de WebAssembly, c'est de faire un langage assembleur bas niveau, ultra performant, comme n'importe quel langage assembleur qu'on va mettre sur un processeur, mais qui tourne dans un navigateur de façon sécurisée. Donc du coup, l'usage, il est quand même plutôt technique, très haute perf, jeux vidéo, enfin voilà, on le voit beaucoup en 3D, en audio, en traitement du signal, des choses comme ça. C'est une cible de compilation en fait, précisément WebAssembly. Donc normalement, on peut compiler, enfin il y a des gens il faut créer un compilateur, mais on devrait pouvoir passer de n'importe quel langage à WebAssembly. Ça c'est intéressant, ça permet de coder en C++ du code qui va tourner dans le navigateur. Et c'est souvent l'usage d'ailleurs des gens qui vont faire en Scala.js, c'était un peu le but de ce projet, mais ça compilait en JavaScript, donc c'était lent. WebAssembly donne accès au GPU, donne accès au matériel en fait. Donc tous les gens qui sont dans l'IA, dans la 3D, dans des choses comme ça, vont travailler beaucoup plus sur WebAssembly que sur JS. Mais c'est pas, voilà, ça sert pas à faire des pages web, ça répond pas à ce problème-là. On va pas se mettre à faire des pages web en C++, ça fonctionnera pas. Pas d'autres questions? Alors je sais pas combien de temps j'ai pris. Donc je vais faire une petite démo de. Je vais tricher en fait, je vais commencer par la fin. Et je vais vous montrer une application qui fonctionne, qui a été générée quasiment totalement automatiquement. Donc déjà j'ai un système de gestion des comptes. Bon ça c'est fourni par Meteor. C'est une fonctionnalité d'ailleurs que les gens aiment bien dans Meteor. Y compris la partie interface graphique. Donc vraiment c'est vraiment clé en main. Ouais. Je sais pas si je peux pas dézoomer après.
Donc, je vais me créer un compte. Donc là, j'ai codé une appli qui me permet de gérer des meet-up, de gérer les meet-up de Montpellier. Donc je vais créer un nouveau meet-up à l'Epitech. Je vais le créer à une date donnée. Ce formulaire est auto-généré. Cette table est générée automatiquement. Donc là, finalement, avec mon système de génération, j'ai toutes les fonctionnalités de base pour gérer des données simples. Mais quand même, mine de rien, dans une application, c'est des choses qui prennent du temps, qui ne sont pas hyper agréables à coder. Et pouvoir plier ça en 1 heure, c'est génial quand on est par exemple face à un porteur de projet de start-up qui a un concept et qui peut voir matérialiser ce concept de façon complètement fonctionnelle. Hein. Ça, on peut le déployer en production, il n'y a aucun souci. Et de voir au moins ces fonctionnalités de base qui sont là, de pouvoir commencer à remplir les données, par exemple, pendant qu'on travaille sur les fonctionnalités plus intéressantes. Donc là, je peux éditer facilement. Bon, j'ai tout le système, j'ai des recherches, une barre de recherche. On ajoute des fonctionnalités progressivement là-dessus pour avoir du... là, je ne l'ai pas sur cette version-là, mais sur la version qui est déjà sortie, on a du filtrage, par exemple, pour filtrer par champ, pour trier, pour ordonner. Donc on a toutes ces fonctionnalités de base sur les tables de données. C'est intéressant parce que ça revient tout le temps. Tout le monde a besoin d'un back-office à la fin pour gérer ses données sur une application. Donc le générer automatiquement est assez intéressant. Tout ça, ça tourne sur GraphQL. Donc, c'est-à-dire que là, on utilise du JSON pour générer. Je vais vous montrer le JSON, mais ça génère du GraphQL. Alors, j'ai pas moyen de le montrer mieux, mais ça génère tout un schéma GraphQL. Rien que pour une application comme ça, avec un modèle de données, on a déjà un schéma qui est assez costaud. Est-ce que je peux voir Donc voilà, et ça c'est ce qui nous a créé par exemple pour notre modèle Meetup, donc il nous a créé tout le code GraphQL. Il nous a créé aussi les fonctions de requêtage des données, donc avec filtrage, tri et pas mal de choses. Ça c'est des exemples de filtres, on peut faire des conditions pour filtrer. Côté client, donc c'est assez intuitif. On voit mieux le schéma sur GraphQL Voyageur. Donc ça, c'est des outils, là, on est vraiment dans le tooling pour être plus productif. C'est des outils qu'on a inclus, qui sont classiques, hein, qu'on peut inclure dans Apollo, et qui nous permettent de visualiser assez facilement notre schéma GraphQL. Donc on voit que, mine de rien, il n'était pas si simple pour une application avec un formulaire. Donc déjà, tout ce qui est utilisateur, c'est assez riche, c'est assez complexe si on veut bien le gérer, les emails, la création. Est-ce que c'est un admin, sa langue, c'est local son profil, il peut s'inscrire via Twitter, il peut avoir un avatar, etc. Il y a une gestion des emails, de l'envoi d'emails, c'est aussi un truc qui est récurrent, qu'on n'a pas envie de recoder et qu'on aime bien avoir déjà codé. J'ai mon modèle Meetup qui a été créé automatiquement. Et bon, tous les outputs, tout ce qui va avec. Donc mine de rien, j'ai un graphe qui est quand même pas trivial. Alors au niveau du code, ce que j'ai codé, principalement, ça ressemble à ça. C'est un schéma JSON. Donc je lui dis, un meetup, il va avoir un identifiant unique dans la base de données. Il va avoir une date de création. Donc il y a un champ created at dont le type est date, qui est optionnel. Je vais pouvoir mettre les permissions ici. Je veux que les invités puissent connaître la date du meetup. Guest, c'est un rôle par défaut, c'est les gens non inscrits. Je vais pouvoir l'associer à un user ID, c'est un champ spécial pour savoir qui a créé ce meetup, à quel utilisateur il appartient. Je vais donner un lieu, donc là on a un type générique, c'est un texte. On pourrait imaginer créer des choses un peu plus complexes, par exemple des adresses, avoir des résolveurs plus complexes. La date, c'est une date. L'objectif du meetup. Je peux changer la partie front-end, par exemple, dire que là, c'est un texte long. Donc, je vais afficher une texte area. D'ailleurs, pour les dates, on le voit aussi. Il va utiliser automatiquement un input de type date, parce que je lui dis que c'était une date, il est malin. Donc, et ça, en fait, on a codé le plus gros de l'application. En gros, on le donne à manger à une fonction qui crée une collection. On lui donne les permissions globales. Et ça crée toute cette partie-là. Le côté front-end ressemble à ça. C'est-à-dire, il tient en 3 lignes. Donc ça, par exemple, c'est le formulaire pour créer un meetup. Je ne l'ai pas codé, je lui ai juste dit, débrouille-toi, sors-moi un formulaire pour créer un meetup. Donc c'est là où on dit que, par contre, pour le customiser,
ça peut être plus compliqué parce que j'ai pas l'échange, j'ai pas d'input, je peux pas virer un input là. Il faut que je puisse dans mon smartform ajouter des options pour dire en fait je veux que telle colonne s'affiche, je veux qu'elle s'affiche différemment. On a des pistes pour faire ça, par exemple, ça peut être fusionner à la volée le schéma et un nouveau schéma qu'on définit là, par exemple. Pour dire, mais en fait, je veux que ces champs-là, et puis en fait, pour ce champ-là, je veux juste changer un formulaire. On a fait des essais, c'est possible, mais voilà. La liste de données, c'est pareil. Ça, c'est une liste faite à la main. Là, j'ai une fonction de récupération des données. Donc ce useMulti, en fait, c'est une fonction qui est capable d'aller chercher des données et qui est spécifiquement faite pour les listes de données, d'où le nom multi, qui utilise le useQuery d'Apollo. Ça, bah, voilà comment on consomme des données dans Vulkan. On dit je veux des meetups et j'en veux plusieurs, envoie-moi les trucs par défaut. Je pourrais donner quelques options en disant j'en veux 10. En fait, il va me les envoyer 10 par 10, là, en l'état. Et bah, je les ai. Voilà, c'est comme ça qu'on consomme des données. Avec useQuery d'Apollo, on pourrait écrire du GraphQL pour avoir des trucs plus précis. Mais déjà, j'ai cette fonction qui marche toute seule. Elle fait un peu de pagination, elle donne des fonctions pour en... Là, je les ai pas mis, mais là-dedans, il y a une fonction pour en charger plus, qui s'appelle loadMore, où je vais pouvoir récupérer plus de données, ce qui va recharger tout le système. Bon, c'est assez agréable à utiliser au quotidien. Je sais pas si j'ai une autre liste. Non, voilà. Donc je vais pas, pour pas être trop long, je vais pas faire le live coding forcément, mais je vais vous montrer quelques petits trucs de développement rapide aussi. Par exemple, on a un CLI. Donc ça, c'est la partie un peu scaffolding statique dont on parlait. C'est-à-dire qu'on peut générer automatiquement du code statique, du code mort en fait. Donc par exemple, là, j'ai créé une version où j'ai juste téléchargé le starter de Vulkan de base. Donc il me fournit plein Bon, on a mis quelques exemples de code qui ne sont pas tous à jour. Mais si je veux générer un nouveau module, j'ai un CLI qui s'appelle Vulkan et qui va me donner une fonction pour générer un package que je vais appeler... Mon application, elle s'appelle Meetup de Montpellier, Core. Il va tourner. Voilà. Donc là, il m'a créé tous les fichiers types pour un module Vulkan, pour un package. Donc les imports, bon, les trucs basiques, une liste de composants, les routes, voilà, tous les fichiers de base, un exemple de seed, le package.js. Je vais pouvoir générer aussi un module. Donc un module, ce qu'on appelle un module, c'est en fait ça va être une collection, ça va être un schéma, une collection, et ça va être un type de données. Donc il me demande pour quel package. Comment je l'appelle? Bah, c'est le module Meetup. Donc c'est ce qui va me permettre de créer mes Meetup effectivement. Je veux rien de custom. Donc là, il m'a rajouté un petit dossier qui contient un exemple de collection qui s'appelle Meetup, qui contient un fragment GraphQL d'exemple, et un premier exemple de champ, où là, je vais pouvoir rajouter des champs. Je vais rajouter la date. Voilà, et ensuite, il suffit de lui donner des permissions pour qu'il soit valide. Ça, c'est suffisant pour créer un nouveau champ de type date. Et donc ensuite, sur la consommation, bah, j'ai plus qu'à créer ma partie React qui peut utiliser les composants fournis par Vulkan. Et j'obtiens mon application. Je vais montrer tout à l'heure. Donc ça, c'est la partie statique. Donc réunir les deux, ça permet d'aller assez vite. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours efficace. Mais si je veux demain faire une petite appli qui permet de gérer une liste de meetup, bah, je peux la plier en quelques heures. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bon, bah voilà, il y a tout ce tooling que je vous montrais qui est assez intéressant. Aujourd'hui, on travaille sur la création d'un back-office complet automatiquement. Parce qu'en fait, ça ne génère pas automatiquement l'interface, la table de données, cette page-là. J'ai dû écrire une dizaine de lignes de code. On peut faire mieux, on peut écrire 0 ligne de code, avoir un beau menu qui liste toutes les collections de données qui sont disponibles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir sortir et qui est possible par cette approche isomorphique.
Voilà, je vous remercie pour votre attention.